nier toutes les relations entre les concepts philosophiques et la langue. De quelle théorie linguistique seriez-vous le plus proche? Pas celle de Chomsky, qui imagine un invariant. Et deuxièmement, dans toutes les théories anthropologiques, de laquelle vous sentiriez-vous le plus proche? Ou bien j'en ai pour des jours. À commencer à essayer de balbutier pour vous répondre. L'invariant, non, ça ne m'intéresse pas. Il y a l'invariant linguistique, il y avait l'invariant littéraire à l'époque d'Étiamble, n'est-ce pas? C'est un terme que je crois a été une sorte d'illusion d'une époque, respectable comme telle, mais une sorte de confort, l'invariant. On cherche sous le variant, l'invariant. Dessous, le fond, le plus en dessous, je ne vois pas ça. Et y aurait-il ça sur certains intéressants? Donc, l'invariant ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse justement, c'est la variation possible. L'humain se varie. Et les langues sont dans cette variation-là. Donc, l'invariant ne me concerne pas. Vous disiez d'autre part Quelle théorie anthropologique? Alors, ma difficulté, c'est par rapport à l'anthropologie en général. Donc, le mal est plus grave encore. C'est que je pense que l'anthropologie est une science. Moi, je suis philosophe. Je ne suis pas dans la science. Je pense que l'anthropologie a un usage légitime du concept de différence. Quelle classe? Pourquoi pas? Mon ami Descola le fait. Il classe, il met en tableau, et pourquoi pas? Parce que l'anthropologie s'assigne dès le départ une fonction de connaissance. La philosophie, elle réfléchit. Elle ne connaît pas, elle réfléchit. Et la question est différente entre l'anthropologue et le philosophe. L'anthropologue veut connaître des formes de pensée qui ont existé ailleurs, autrefois. Donc les identifier, pourquoi pas. Mais la question n'est pas là, c'est là que je me pose. Moi, ma question, c'est, moi, en tant que sujet humain d'aujourd'hui, qu'est-ce qui m'intéresse dans la pensée de toutes les cultures qui sont ici réunies dans ce musée, et en quoi ça me fait penser, moi, sujet pensant. Donc c'est là qu'il y a l'universel du philosophe. C'est que c'est pas pour mettre en tableau les cultures, c'est pour réfléchir au sens propre, dans le rapport mutuel des cultures, réfléchir aux ressources, aux fécondités de cultures qui sont comme la chinoise ou des cultures du musée du Quai Branly par rapport à mon expérience de sujet. C'est ça qui est en jeu. Donc, je crois que alors, évidemment, le problème, c'est que c'est l'anthropologie qui s'est attribué le rapport à l'autre et le discours de l'autre. C'est l'anthropologie. Elle l'a fait historiquement, et c'est vrai. La philosophie, comme on sait, vient tard. C'est ce que dit Hegel, le soir, la chouette de Minerve. Qu'elle vienne pas trop tard, simplement. C'est ce qu'on lui demande. Eh bien, je dirais qu'il est temps que la philosophie ne laisse pas l'anthropologie s'occuper seule de la question de l'autre culturel. Il est temps que la philosophie fasse travailler la diversité des langues, fasse travailler ces écarts de pensée au sein de ce qui est l'objet même de la philosophie, qui est comment je pense moi, sujet, pensant, toujours. Donc, l'anthropologie a toute sa raison d'être, et la philosophie en a une autre. Oui, merci pour votre exposé particulièrement éclairant, Sophie Boisselier-Rocher, qui travaille au Centre Asie à l'IFRI. Alors, je comprends bien votre souci de penser la fécondité, mais on est aussi dans un espace mondial qu'il faut organiser, et donc dans un espace où s'expriment des rapports de force d'une violence rare aujourd'hui. Alors, mon champ d'expertise, c'est l'ASEAN, c'est-à-dire l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Et au fond, l'objectif de l'ASEAN, c'est de rendre viable la diversité, je dirais, les écarts. On a généralement critiqué l'ASEAN pour son impuissance, vue du côté européen. Son impuissance fonctionnelle, j'entends. Aujourd'hui, on voit se dessiner un espace est-asiatique, organisé, je dirais schématiquement, autour de la Chine. Alors, je comprends et j'apprécie parfaitement vos nuances
Néanmoins, ce que je constate sur le terrain, et je prends le seul exemple de la mer de Chine du Sud, c'est que ces antres sont aussi un vecteur pour exprimer un rapport de force et imposer quelque part aussi sa vision. Et puis, à partir de là, il y a l'Asie orientale et le reste du monde et les États-Unis. Alors, il se trouve que j'étais ce week-end à Singapour pour une conférence qu'on appelle Shangri-La Dialogue, et en fait, c'était un dialogue de sourds. C'est-à-dire qu'on avait d'un côté le ministre de la Défense américain qui nous a rabâché plus de 40 fois dans son discours le terme de principe et de droit, quand le chinois, évidemment, insistait sur la fécondité et ce qu'on pouvait tirer voilà. Alors, moi, je comprends, vraiment, j'ai apprécié toutes les nuances. Maintenant, si on va un peu plus loin et qu'on essaie à partir de la philosophie d'organiser cet espace mondial, par quoi on commence? Comment on va s'y prendre? Vers quoi va-t-on? Je vous remercie de votre intervention et de sa force. Je vous dirais une première chose, c'est dans quelle langue on parle. Pour moi, si on veut engager un vrai dialogue de culture, c'est que chacun parle dans sa langue et qu'on écoute la langue de l'autre. C'est dans la traduction que ça commence. Vous voyez, je dis pas la France d'aujourd'hui, entre les langues qui sont en France, c'est là que le problème. Donc, l'entre, c'est d'abord l'entre, cet entre-là. Et c'est un entre qui est politique. Je ne suis pas dans la position du philosophe qui fait des nuances théoriques, et puis ensuite, il y a la réalité de l'histoire qui nous reprend. Ça serait vraiment, pour moi, le non-usage de la philosophie. Non, je crois que l'essentiel aujourd'hui est d'abord lié à ça. Et j'ai beaucoup apprécié, en venant ici, d'écouter à la même table, en français, en anglais et en espagnol. On ne dit pas la même chose, d'ailleurs. Les langues ne disent pas la même chose. Elles ne disent pas la même chose. Et c'est vrai que si je parle en anglais, je vais parler de droit. Et je vais parler de principe. Mais si je parle chinois, je ne parlerai pas de droit et de principe. Et donc, c'est là qu'est le travail. Et c'est là que peut commencer, si vous voulez, que la violence se déviolente. Parce que la violence est là, mais c'est le négatif dans l'histoire. Et c'est le négatif qui fait aussi penser l'histoire. Seulement, la traduction est le lieu de travail. Voilà, c'est la traduction. Donc pour moi, le principe premier, c'est qu'il n'y aura de sérieuses rencontres internationales que quand chacun parle sa langue et se met dans la difficulté de comprendre la langue de l'autre. Ça, c'est le point de départ. Tant qu'on mettra une langue en dessus, une langue couvercle, une langue faussement conceptuelle, une langue subsumante, rangeant sous elle. Toi, je parlais du dialogue en grec, dialogos, comme tout le en chinois ne dit pas la même chose du tout. Hein. Et ce n'est pas des nuances. C'est essentiel ce qu'il dit là. Si je parle, et je suis donc pour un... Moi, alors là, ce que j'ai fait en premier pour la fécondité culturelle, c'est qu'on parle en langue, qu'il y ait des langues. Hein. Et je dirais par là que je ne défends pas le français comme langue de culture. J'étais aussi bien italien que l'espagnol, que l'allemand, etc. Ce n'est pas l'identité culturelle qui se défend, simplement que les langues sont des ressources. Et il faut donc comprendre ce qui ne se traduit pas entre les langues. Parce que qu'est-ce que c'est que traduire? C'est que vous avez des possibles dans la langue de départ et d'autres possibles dans la langue d'arrivée. Soit vous les effacez, et c'est facile, soit vous les faites travailler. Et donc, si vous traduisez en traduisant effectivement, vous faites réfléchir l'un par l'autre. Et vous faites réfléchir sur le principe de droit tel que le président américain ne cesse de les faire, et il ne peut pas faire autrement, il parle en anglais. Et puis la notion de autre chose qui sera le fiable, qui sera, etc., que dira le discours chinois, il ne veut pas dire autre chose non plus, vous faites travailler l'un et l'autre. Pensez comment on traduit religion en chinois. Traduit par Zongtiao. Zongtiao, c'est-à-dire, donc c'est ancêtre, Tiao, c'est éducation. Vous traduisez donc éducation ancestrale, le terme religion européen. Évidemment, ça frotte. Mais ce frottement est fécond. Mais en même temps, il faut prendre sa dimension, il faut le prendre en compte, ce frottement. Si vous traduisez toujours par religion, par paix, par tout ça, ben vous ne traduisez rien. Et donc, vous, sous la figure d'une sorte d'entente facile, vous accroissez la violence en jeu. Donc, je pense qu'il y a une expérience fondamentale qui est la traduction. Et le monde demain a une alternative. Soit on garde des langues qui travaillent, qui nous forcent à traduire, soit on rabat ça sous une langue, je ne sais quelle langue d'ailleurs, mais une langue et qui, elle, maintiendra, disons, les violences contenues, mais comme toute violence contenue, elle explose. Donc je crois qu'il y a un problème de base là. Et moi, je m'intéresse et je ne vais à des rencontres internationales que s'il y a une diversité des langues. Il y a des langues que je ne connais pas. Je ne connais pas l'italien. Je connais un peu le latin. Mais quand je vais en Italie, je l'écoute. Et quand je m'écoute traduit, et
Et puis si je trouve que ça ne va pas, je réagis. Et donc c'est dans ce travail des langues que ça commence. Et c'est pas, si vous voulez, une sorte de chose qui viendra après, c'est au départ. Babel est la chance de la pensée. Babel Je vous remercie beaucoup pour cette intervention tout à fait passionnante. Moi, je suis géographe et votre collègue Augustin Berck aussi nous a pas mal ouvert les portes de ce déplacement de pensée qui vient de l'Asie et qui permet de se repenser. Donc, c'était très, très appréciable. J'avais deux petits points. Le premier, quand vous avez souligné la définition de l'humain et que cette définition de l'humain venait parfois justement en négatif par l'inhumain et par les génocides par exemple, enfin, en soulignant qu'il s'agit paradoxalement aussi justement d'actions essentiellement humaines, puisque aucun animal n'a ce genre de comportement. Mais plus fondamentalement, j'avais une question sur l'écart culturel. Donc effectivement, il y a des écarts culturels, des écarts linguistiques, et pourtant, parmi les choses qui caractérisent le monde contemporain, c'est l'uniformisation technologique, et qui est un petit peu traitée comme si elle n'existait pas. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est pensez-vous que en utilisant tous des ordinateurs qui sont fondés sur les mêmes principes scientifiques et qui utilisent des interfaces de programmation et d'interfaces avec l'utilisateur qui sont les mêmes, quelles que soient les cultures, en quelque sorte, imaginons notre petite musique de Windows qui s'ouvre lorsque j'ouvre mon ordinateur, vous l'entendez dans toutes les conférences mondiales, partout. Nous avons le même fournisseur de logiciels, nous avons les mêmes smartphones. Est-ce que notre diversité de pensée, de culture et de parler est affectée ou pas, ou peut-on avoir l'illusion ou la naïveté de penser qu'elle ne l'est pas? Je vous remercie, ce sera long pour répondre et je dois regarder ma montre. Je veux d'abord revenir sur le premier point. La définition de l'humain par l'inhumain. Oui, soit on définit l'humain positivement, et c'est une définition idéologique. L'homme est. Vous donnez comme prédicat, ça sera une certaine conception que vous croyez peut-être universelle, mais qui est en fait un montage idéologique. L'homme animal politique, l'homme est à l'image de Dieu, l'homme est... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est si vous définissez l'homme en tant qu'humain et humain à partir de l'inhumain, l'homme peut être inhumain, oui. C'est ça. Eh bien, là, vous faites apparaître quelque chose qui est plus foncier. Par exemple, tout simple, c'est comme ça que je défends les droits de l'homme. Si je défends l'universel des droits de l'homme, c'est via negativa. Parce que je ne peux pas défendre les droits de l'homme en tant que valeur positive. Moi, j'y adhère. Je ne vois pas pourquoi nous imposerions ces valeurs-là, les valeurs des Lumières, à d'autres cultures. Par contre, je crois que sur le versant négatif, les droits de l'homme font apparaître un universel de l'inhumain. C'est-à-dire que le nom de révolte, il y a un nom devant l'inhumain qui est plus foncier que toutes les valeurs d'adhésion. Et c'est ça qui paraît essentiel. Mais la difficulté, c'est que le négatif, je dirais, les droits de l'homme sous la versant négatif, plutôt, font émerger un absolu ou un inconditionné qui, dès lors que je vais l'exprimer positivement, en termes de valeur, redevient conditionné. C'est la difficulté. Donc, je crois que, si vous voulez, ce qu'on appelle l'humain peut s'appréhender plus foncièrement sur son versant négatif par refus, révolte, résistance face à l'inhumain. C'est à ça que les droits de l'homme me paraissent porteurs. Donc pas universel, mais universalisant, comme je le dis, un facteur d'universel. Le nom de résistance, résistance-oppression, ce nom qui est plus foncier en nous que tous les oui. Plus que tous les oui d'adhésion, de valeur, de credo, il y a ce nom qui n'est plus un nom au nom de valeur, qui est un nom au nom de l'humain qui réagit en moi, qui se révolte en moi. Donc je crois que là, si vous voulez, il y a une asymétrie entre le versant négatif et le versant positif. Et le versant négatif va chercher plus foncièrement, plus en amont que le versant positif d'adhésion, de croyance. C'est dit très vite, mais je veux simplement indiquer cela. Alors, vous dites, mais il y a l'uniformisation qui est celle de l'ordinateur et tout ça. Évidemment, c'est clair. Mais là, je crois qu'on voit réintervenir la différence entre écart et différence. Bien sûr, la mondialisation, par l'uniformisation, réduit les différences. Mais je pense qu'on ne pense que par écart. Donc la difficulté de l'humanité maintenant qui vient, c'est que justement les différences entre cultures s'estompent, mais il nous faut justement trouver comment faire émerger des écarts. Philosopher, c'est s'écarter.
définir, n'est-ce pas? C'est qu'au fond, philosopher, c'est ouvrir un écart. Ce qui m'intéresse, c'est pas en quoi la pensée d'Aristote est différente de celle de Platon. Ce qui m'intéresse, c'est en quoi Aristote ouvre un écart par rapport à Platon. C'est-à-dire ouvre un nouveau possible, ouvre un nouvel accès à l'impensé. Donc je crois que justement, face à l'uniformisation de la mondialisation et donc de la réduction des différences, il faut penser justement sur un mode rebelle, n'est-ce pas, l'écart, comme justement ce qui s'ouvre, ce qui s'explore, ce qui s'aventure, ce qui se risque, et on ne pense que par écart. Donc, si vous voulez, je vois que la question, elle est là. Si je tiens à distinguer les deux, c'est parce que, et ce qui m'intéresse dans la diversité des langues, c'est l'écart des langues. C'est pas la différence des langues, les linguistes s'en chargent. C'est l'écart des langues. C'est en quoi les langues se réfléchissent les unes les autres par les écarts qu'elles mettent en tension, et en quoi ça fait retravailler des deux côtés. Effectivement, comment traduire droit de l'anglais en chinois? Ben là, il y a un problème. Il faut travailler. Il faut dé- et recatégoriser. Il faut réfléchir à ce que signifie droit dans la tradition européenne pour justement réélaborer quelque chose qui puisse entrer en vis-à-vis et en difficulté avec les notions chinoises. Donc, si vous voulez, je crois que c'est là que la notion d'écart est engagée politiquement parce que elle indique où est le travail, où se situe le travail. Alors après, je crois que c'est la responsabilité de chaque époque, chaque génération d'assumer ça. Mais disons, il me semble que il n'y a d'avenir de la culture humaine que si elle sait déployer des écarts, c'est-à-dire s'aventurer.